On assiste à la flambée d'une épidémie qui a touché la planète entière. Ces agents pathogènes font silencieusement des ravages sur l'humanité. On avait besoin d'un vaccin si on voulait vaincre cette menace. Chaque jour passé en laboratoire était une chance d'aider la population à sortir de ce désastre. Les volontaires sont les vrais héros du processus de développement du vaccin. J'inciterai peut-être d'autres personnes à faire bouger les choses. On voit la lumière au bout du tunnel. Il s'agit peut-être de la plus grande avancée scientifique de notre époque. Un vaccin développé à la vitesse de la lumière. Pour contenir la vague d'une pandémie qui a touché plus de 170 pays et tué plus de 2 millions de personnes dans le monde. What are we learning from Pfizer this morning? This is incredible data, I have to say. Anytime you're ready. Je suis encore surpris que l'on ait un vaccin efficace à l'heure actuelle. Ce qu'il se passe en ce moment, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vaccination. L'histoire de la recherche du vaccin est à la fois tragique et réjouissante. Cette pandémie a même forcé les éternels rivaux de la communauté scientifique à s'unir pour le bien commun et à exceller comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. Ensemble, ils ont réalisé l'une des avancées scientifiques les plus remarquables de tous les temps, ainsi que le plus grand lancement de vaccins de l'histoire de l'humanité. Et ça ne s'arrête pas là. Alors que le nombre de décès et de nouvelles infections atteint des records, les premiers vaccins contre le coronavirus sont injectés à la population. Mais leur distribution s'avère compliquée. Only a fraction of those 20 million vaccinations at Operation Warp Speed projected for the end of the year have actually been administered. De nouvelles souches du virus font leur apparition. L'inquiétude grandit. Combien de temps mettrons-nous à vacciner suffisamment de personnes pour enrayer la propagation du virus et retrouver une vie normale? À quoi ressemblera cette nouvelle normalité? « 1er janvier 2020. Avant même qu'un premier cas de Covid ne soit signalé aux États-Unis, Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, se tient prêt. Durant l'exercice de ses fonctions, il a notamment lutté contre le sida, Ebola et le virus Zika. J'ai reçu un appel, ça devait être le 1er janvier 2020. Anthony, je dois te prévenir, il se passe quelque chose d'étrange en Chine. Je suis inquiet parce que cette maladie serait un peu différente des pneumonies que l'on connaît. Officiellement, le coronavirus est nommé coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, ou SARS-CoV-2. La maladie qu'il provoque sera appelée Covid-19, du nom de l'année de son apparition. Mais les coronavirus ont été identifiés pour la première fois en 1965. Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent provoquer diverses maladies, allant d'un simple rhume à des maladies respiratoires plus graves, comme le MERS et le SRAS. Mais aujourd'hui, on est face à une souche encore jamais vue auparavant. Le coronavirus tient son nom de son apparence unique. Le coronavirus fait partie d'un groupe de virus que l'on reconnaît facilement au microscope grâce à cette sorte de couronne qui les entoure. Ils provoquent tous des maladies respiratoires. Certains contaminent les humains, d'autres contaminent les animaux. Mais certains sont passés de l'animal à l'homme au cours des 20 dernières années. Et aujourd'hui, il y en a un nouveau. 10 janvier 2020. Le professeur Yang Zhen, un éminent spécialiste chinois des maladies infectieuses, prélève un échantillon du nouveau virus et en séquence le génome. Il le partage avec son collègue, le professeur Eddie Holmes, avant de monter à bord d'un avion. Quelques minutes plus tard, le téléphone du professeur Zheng sonne. J'ai demandé au docteur Zheng si je pouvais divulguer les données. Le professeur Holmes est virologue et biologiste évolutionniste à l'université de Sydney.
il connaît l'importance de cette séquence génomique pour la communauté scientifique. Car jusqu'alors, aucun scientifique n'est parvenu à obtenir un échantillon du nouvel agent pathogène. L'avion allait décoller. Il m'a dit « je te rappelle ». Et il m'a rappelé 1 minute plus tard en disant « ok, on les publie ». Il publie l'information dans ce qui est considéré aujourd'hui comme le tweet qui a sauvé le monde. En quelques minutes, ça a suscité des tonnes de réactions. C'est à ce moment-là que tout a vraiment commencé. Et aujourd'hui, on met au point des vaccins qui vont peut-être sauver des centaines de milliers, voire des millions de vies. Francis Collins est le directeur des Instituts américains de la santé, ou NIH, et le supérieur d'Anthony Fauci. Il demande au Dr Fauci de passer à l'action. Après la publication de la séquence gémonique, on a dit au groupe « Développons un vaccin ». Mon équipe a dit « La fabrication d'un vaccin risque de nous coûter cher ». Et je me souviens avoir répondu « Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je m'en occupe ». Carl Zimmer, chroniqueur scientifique au New York Times, est l'un des premiers journalistes à avoir commencé à suivre le développement du vaccin. En janvier, les scientifiques ont commencé à travailler sur différents types de vaccins. Je suis directeur des Instituts américains de la santé depuis près de 12 ans. La plupart du temps, on essaye de se préparer à de nouvelles problématiques. Et aussi loin que je me souvienne, l'émergence d'une nouvelle pandémie a toujours été en tête de liste. Alors que la nouvelle d'une pandémie imminente arrive jusqu'à lui, le docteur Fauci rassemble ses troupes. C'est la guerre. On a parlé de ce qu'on devait faire, de ce à quoi ressemblait le virus, de comment créer un vaccin, avec qui et à quelle vitesse. Les scientifiques qui étudient les maladies infectieuses savent à quel point cette épidémie pourrait devenir grave. Chaque épidémie offre son lot de surprises. Les agents pathogènes sont tellement différents les uns des autres qu'on doit souvent les affronter de manière complètement différente. Aux Instituts américains de la santé, John Mascola dirige le centre de recherche sur les vaccins. Il comprend rapidement que la nouvelle souche est plus dangereuse que le MERS, le SARS et les autres coronavirus qu'il connaît. Les virus sont des êtres évolutifs fascinants. Ils n'existent que s'ils parviennent à tromper le système immunitaire ou le corps, et que ces derniers les laissent entrer. Et ce coronavirus en particulier a malheureusement subi juste assez de mutations pour devenir très sournois. Il a la particularité de pouvoir se propager très rapidement, grâce aux personnes asymptomatiques. Donc il a de l'avance sur nous. Le coronavirus se transmet d'une personne à l'autre par l'intermédiaire de gouttelettes microscopiques libérées quand le porteur parle, tousse, éternue ou respire. Le virus atteint ensuite la nouvelle victime par les yeux, le nez ou la bouche. Le virus s'immisce dans nos cellules. Une fois à l'intérieur, il peut prendre le dessus et la cellule va commencer à faire des millions de copies du virus. Il affecte les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins et d'autres organes. Bien que tout le monde soit vulnérable au nouveau virus, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou souffrant de certaines pathologies sont particulièrement à risque. Face à un nouvel agent pathogène, on s'intéresse à deux caractéristiques potentiellement dangereuses. Sa vitesse de propagation et s'il provoque des maladies graves. Ce virus fait les deux. Et malheureusement, il y arrive très bien. Le docteur Fauci et son équipe sont particulièrement concentrés sur l'agent pathogène mortel. Depuis 2017, les NIH travaillent en collaboration avec la société Moderna pour développer rapidement des vaccins. L'entreprise cherche à utiliser sa nouvelle technique de vaccination, appelée ARNM, pour combattre de nouvelles maladies en des temps records. Au NIH, on peut concevoir un vaccin et le tester, mais on ne peut pas le produire en masse et le distribuer à la population. Il était donc nécessaire d'avoir un partenaire commercial. Et Moderna avait tout intérêt à pouvoir réagir rapidement. 13 janvier 2020. Au NIH, l'immunologiste Kizzmekia Corbett participe à l'encadrement d'une équipe de recherche sur les vaccins. Elle travaille dans les laboratoires depuis le lycée et s'est préparée toute sa vie à ce moment. En 2014, quand j'ai débuté ma carrière aux Instituts américains de la santé, c'était l'époque où le coronavirus MERS circulait. Le MERS est comme un cousin du SARS-CoV-2. Après avoir minutieusement analysé la séquence génétique venant de Chine, le docteur Corbett et son équipe ciblent un gène qui leur permettrait de mettre au point un vaccin.
Ils envoient ensuite les informations à Moderna, qui aurait la capacité d'accélérer son développement et sa fabrication. 2 jours plus tard, Moderna crée la première version de son vaccin. On fonctionne un peu comme une famille. C'est une sorte d'alliance entre le gouvernement fédéral et une entreprise. Alors que l'inquiétude monte au sein de la communauté scientifique, d'autres sociétés pharmaceutiques commencent à développer leurs propres vaccins, en ayant recours à toutes sortes de méthodes différentes. Cette maladie était tellement inquiétante qu'on devait avoir plusieurs approches. On ne savait pas quel vaccin fonctionnerait. Mais développer un vaccin n'est pas suffisant. Face à une pandémie sur le point de contaminer la planète entière, il faut prévoir des problèmes de logistique, d'approvisionnement, la réticence d'un public sceptique et de complotistes, ainsi que tout un facteur inconnu qui semble impossible à surmonter. On n'a jamais rien fait de tel, à cette échelle, en aussi peu de temps. Je n'ai pas eu un seul jour de congé depuis janvier. Je suis entièrement concentré sur l'objectif à atteindre, sur l'ampleur du problème et sur l'idée qu'il y aura une fin à tout ça. « 16 janvier 2020. Bien qu'aucun cas n'ait été officiellement diagnostiqué aux États-Unis, il est évident que la maladie se propage déjà en dehors de la Chine. La Thaïlande et le Japon signalent des patients atteints de la Covid-19. Aux Instituts américains de la santé, Anthony Fauci explique à son équipe qu'une pandémie se prépare. Même si on n'a pas pleinement saisi la gravité de la situation, on a estimé que prudence était mère de sûreté et qu'il valait mieux commencer à travailler sur un vaccin immédiatement. De cette façon, s'il s'avérait qu'on avait vraiment besoin d'un vaccin, on serait prêt quoi qu'il arrive. Les NIH travaillent avec Moderna sur un vaccin génétique, une toute nouvelle substance fabriquée à partir d'ARNM synthétique. ARNM signifie acide ribonucléique messager. Il s'agit d'un ensemble d'instructions qui indiquent aux cellules ce qu'elles doivent faire. Quand un vaccin à ARNM contre le coronavirus est injecté dans votre corps, il ordonne à vos cellules de créer une version inoffensive de la protéine Spike du coronavirus. Votre système immunitaire continue de reconnaître cette protéine Spike inactive comme un ennemi et commence à produire des anticorps, des protéines en forme de Y qui s'accrochent à l'intrus et le détruisent. Une fois votre système immunitaire entraîné, votre corps reconnaîtra la protéine Spike et saura comment l'affronter si vous êtes contaminé par le vrai coronavirus. En plus d'être sans danger, le vaccin ARNM peut être fabriqué très rapidement et en très grande quantité. Les vaccins à ARNM ont été spécifiquement conçus pour répondre aux pandémies et aux urgences de santé publique, car il s'agit d'une simple inoculation de matériel génétique. Ces vaccins fonctionnent différemment des vaccins classiques, et de par leur composition, ils peuvent être développés très rapidement. On sait maintenant qu'en plus d'être très rapides à produire, ces vaccins peuvent être efficaces et protéger les gens. Toutefois, les vaccins à ARNM sont fragiles et doivent être stockés à des températures inférieures à 0. Sans quoi, ils risquent de se dégrader rapidement et de devenir inefficaces. Autre inquiétude, aucun vaccin à ARNM n'a jamais été utilisé sur l'humain car le procédé est tout nouveau. J'ai toujours pensé que l'ARN pourrait nous permettre de faire un bon vaccin. Le docteur Andrew Wiseman et le docteur Katalin Karikó sont considérés comme les pionniers de la technique ARNM, en raison du travail qu'ils ont effectué à la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie dans les années 90. La plupart des gens ne voulaient pas utiliser l'ARN. Il est très fragile et difficile à manipuler. On faisait face à beaucoup de sceptiques qui n'étaient tout simplement pas intéressés par nos recherches. Mais on les a ignorés. On a fait des découvertes tout au long du processus. L'ARN que l'on a développé avait un potentiel énorme. On n'a jamais baissé les bras. Quand on regardait par la fenêtre, on voyait l'hôpital et les patients qui s'y trouvaient. Et on se demandait comment ça va arriver là-bas.
Le voyage du docteur Karikó commence en 1978, dans sa Hongrie natale, lorsqu'elle commence à étudier l'ARN, non pas comme un vaccin pour prévenir la maladie, mais comme une thérapie pour traiter la maladie. On était derrière le rideau de fer, donc tout était beaucoup plus difficile à réaliser. Et puis on manquait d'argent. Frustrée par le manque de ressources, elle quitte son pays avec sa famille en 1985, avec 1 200 $ cachés dans l'ours en peluche de sa fille. Une fois à l'aéroport, on n'a pas quitté des yeux ma fille et son précieux ours en peluche. On voulait être sûr de les avoir tous les deux avec nous à l'arrivée. Le docteur Karikó s'installe à Philadelphie, où elle devient directrice de recherche à l'Université de Pennsylvanie. Je suis arrivé en Pennsylvanie en 1997. Et à l'époque, le seul moyen de consulter un journal était de le photocopier. Alors Cathy et moi, on se disputait la photocopieuse. Je me vantais un peu parce que je savais que c'était le petit nouveau. Je me suis présentée et je lui ai dit « Je travaille avec l'ARN, je sais tout faire ». Elle était biologiste moléculaire et elle voulait mettre en place des procédés thérapeutiques à base d'ARN. Et moi, j'étais immunologiste et je travaillais sur les vaccins. Leur rencontre fortuite à la photocopieuse aurait transformé la manière dont les vaccins sont aujourd'hui mis au point. Cathy et moi, nous formions l'union scientifique parfaite. On avait tous les deux des compétences dont l'autre avait besoin. Je pense qu'aucun de nous n'aurait accompli quoi que ce soit si on ne s'était pas rencontrés et si on n'avait pas travaillé ensemble. Mais il y avait un problème. L'ARN est inflammatoire. Injecté à des souris, l'ARN synthétique non traité peut provoquer une inflammation mortelle, car il est vu par le système immunitaire comme un intrus. Nous avons donc cherché ce qui rendait l'ARN inflammatoire, puis comment éliminer cette action inflammatoire. Après quelques modifications chimiques, le duo met au point une méthode permettant d'injecter l'ARNM en toute sécurité dans les cellules. Un ajustement qui pourrait convaincre les plus sceptiques que l'ARNM a le potentiel de révolutionner les vaccins. C'est très stimulant de réussir à faire ça. Les recherches d'Andrew Weissman et Katalin Karikó sont la base des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech. Ils ont été proposés pour le prix Nobel. On n'a laissé personne nous empêcher de faire ce qu'on voulait. J'ai suivi le développement de l'ARNM en tant que méthode de fabrication des vaccins pendant une vingtaine d'années. L'idée de pouvoir développer un vaccin rapidement a été à l'origine de mon intérêt. C'est le genre de choses en lesquelles les gens devraient avoir confiance. Plus les jours passent et plus la nécessité de créer ce vaccin se fait sentir. 21 janvier 2020. La Covid-19 atteint officiellement les côtes américaines. La Corée du Sud et les États-Unis découvrent leur premier cas de coronavirus le même jour, fin janvier. Mais la Corée du Sud gère la crise différemment. La Corée du Sud a déjà vécu ce genre de situation et a rapidement mis en œuvre un plan d'action qu'elle développait depuis des années. C'est comme un incendie. Il est plus facile d'éteindre une petite flamme qu'un feu qui a déjà brûlé la moitié de votre maison. Ils ont reconnu qu'ils avaient affaire à quelque chose de dangereux et ils ont été clairs avec leur population en disant « On a un gros problème et on doit tous entrer en action ». Et ils ont eu très peu de décès par rapport à nous. En voyant ce qui se passait dans les autres pays, je me suis demandé ce qu'on pouvait mettre en place aux États-Unis pour se préparer à une flambée de l'épidémie. Alors que les scientifiques sont focalisés sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus, la plupart des Américains ne réalisent pas encore qu'une pandémie est sur le point de transformer leur monde. Aux États-Unis, en janvier, les gens ne prêtaient pas vraiment attention à cette pneumonie en Chine. Comme si elle était trop loin pour nous atteindre. Mais c'est sur le point de changer. 31 janvier 2020. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Fin janvier, il était évident que ça allait devenir une pandémie mondiale. Du moins pour les gens qui y prêtaient attention. Depuis le tout début de la pandémie,
les scientifiques et les médecins sont en état d'alerte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sujet devenait de plus en plus épineux. Gregory Glenn, président de la recherche et du développement de l'entreprise Novavax, commence à travailler sur un vaccin contre le coronavirus au siège de la société dans le Maryland. Le virus était sur le point de flamber. Alors on a décidé de mettre un grand coup d'accélérateur et de mettre immédiatement un vaccin au point. On a déjà conçu un vaccin contre le SRAS, le MERS et Ebola. Donc, on sait que nos plateformes vaccinales sont fiables pour le coronavirus Covid-19. Nita Patel dirige l'équipe de recherche du vaccin contre le coronavirus chez Novavax. C'est la réalisation d'un objectif qui remonte à son enfance. Je suis née et j'ai grandi en Inde, dans un tout petit village. Mon père a découvert qu'il était atteint de la tuberculose quand j'étais toute petite et il a failli mourir. Il voulait que je devienne médecin. Enfant, j'ai vu mon père très malade. C'est resté gravé dans mon esprit. Aujourd'hui, Nita Patel fait partie des scientifiques en première ligne qui travaillent sans relâche pour créer un vaccin en un temps record. À Novavax, l'équipe du Dr Patel travaille sur un vaccin contenant une version artificielle de la protéine Spike du coronavirus. La protéine Spike est rendue inoffensive en laboratoire. Mais même s'il s'agit d'un envahisseur bénin, le système immunitaire fabrique des anticorps pour le combattre. Le corps s'entraîne ainsi à reconnaître et à combattre la véritable protéine Spike en cas de future infection. Une particule de virus est considérée comme un virus à part entière par le système immunitaire, qui va donc y réagir fortement. Comme les vaccins à ARNM, les vaccins à base de protéines peuvent être fabriqués rapidement. Mais eux n'ont pas besoin d'être conservés à des températures inférieures à 0. On doit trouver un moyen de combattre ce virus et on y arrive. On touche presque au but. 1er mars 2020. Un nouveau partenariat entre dans la course au vaccin. La société allemande BioNTech fait équipe avec le géant pharmaceutique Pfizer. Comme Moderna, leur vaccin est basé sur les recherches sur l'ARN effectuées par Andrew Weissman et Katalin Karikó. Grâce à ce vaccin, la découverte de Katalin Karikó est mise à profit. La pionnière scientifique quitte l'université en 2013 pour devenir première vice-présidente de BioNTech, dont le cofondateur Ugur Sahin Ne conduit pas. Il emmène son vélo partout. Ce qui différencie Ugur de la plupart des autres PDG, c'est qu'il reste avant tout un scientifique. Et aujourd'hui, la science est plus importante que jamais. Mais quelle que soit la vitesse de développement des vaccins, le virus évolue plus vite. Mars 2020. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Lorsque l'OMS annonce la pandémie mondiale, on passe à un autre niveau. Je pense que les gens craignaient vraiment que ça devienne incontrôlable. C'était une situation complètement inédite. C'était comme une petite flamme qui s'était transformée en feu de forêt. Très vite, plus de 80 vaccins étaient en cours de développement à travers le monde. En mars, les sociétés les plus en avance sont Moderna, Pfizer BioNTech,
Novavax, Oxford AstraZeneca, Johnson & Johnson et Inovio. 16 mars 2020, 2 mois seulement après le séquençage du génome, Moderna lance le premier essai clinique de phase 1 au monde, à Seattle. Je m'appelle Jennifer Haller et je suis la première personne aux États-Unis à avoir reçu le vaccin expérimental contre la Covid. Jennifer Haller, directrice des opérations dans une petite start-up de Seattle, est l'une des 45 volontaires choisis pour la première phase d'essai. Tous les volontaires recevront le vrai vaccin et non un placebo. La veille de ma première dose, j'ai lu dans le journal « La première personne au monde sera vaccinée demain ». Comme mon rendez-vous était à 8 h du matin, je me suis dit que ça serait peut-être moi. C'était une vraie bénédiction pour moi. J'ai agi, alors que la plupart d'entre nous se sentent démunis face à ça. En route pour se faire injecter la deuxième dose du vaccin Moderna, Jennifer se filme. Je suis très fière d'avoir marqué l'histoire de cette façon. J'espère que ma participation à cet essai encouragera d'autres personnes à le faire aussi. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils étaient heureux de prendre part à l'expérience. Ce sont des héros, et sans eux, on n'en serait pas là. À la fin du mois de mars, le pays entier est touché par le virus dévastateur. Quand j'ai appris que l'un de mes amis était mort, ça a été horrible. C'est dans ce genre de moment que vous prenez vraiment conscience que ça peut être mortel. Et l'effet catastrophique du virus sur l'économie prend le monde d'assaut. Les ravages causés par cette pandémie sont incroyables. Ce n'est pas tout à fait une guerre mondiale, mais c'est un événement qui a fait basculer nos vies de manière très négative. La fondation Bill et Melinda Gates investit plus de 1,7 milliard de dollars dans la recherche de vaccins contre le coronavirus. On a tous focalisé notre attention sur la Covid-19 parce qu'il est essentiel que l'on combatte cette maladie. Pas seulement dans les pays riches qui possèdent les ressources, mais aussi dans les pays plus pauvres qui, eux, n'ont pas ces ressources. Alors même que la crise s'aggrave dans le monde entier, les médecins et les scientifiques restent concentrés. On doit prendre du recul par rapport à ce qui se passe autour de nous, parce que c'est littéralement partout. C'est sans aucun doute l'expérience la plus effrayante que j'ai vécue en tant que chercheur médical. Non pas que je ne me sois jamais retrouvé dans des situations difficiles, mais je n'avais pas le sentiment que si on faisait une erreur et que l'on perdait un jour ou deux, des gens allaient mourir. Le directeur des NIH, Francis Collins, note un problème majeur dans la course à la vaccination. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'agitation autour de la recherche du vaccin, mais que les efforts n'étaient pas coordonnés. Le 4 avril, j'ai donc réuni des responsables de recherche venant de 9 sociétés pharmaceutiques différentes, dont la FDA, le CDC, le ministère de la Défense et plusieurs instituts des NIH. Et je leur ai dit, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner cette guerre. Il va falloir trouver une stratégie pour coordonner nos efforts, établir des priorités, mettre en place des essais cliniques en un temps record et rédiger des protocoles pour que ces essais puissent être menés rapidement. Sans ça, on n'y arrivera pas. En seulement 2 semaines, le partenariat est formé. Il est appelé ACTIVE, accélérer les interventions thérapeutiques et les vaccins Covid-19. On n'avait jamais rien fait de semblable, à cette échelle et selon ces délais, sans se soucier de savoir qui allait recevoir tout le mérite. On n'en serait pas là où on en est sans ça. 23 avril 2020. Dans les laboratoires du monde entier, les scientifiques font des avancées majeures. Mais la tragédie continue. On compte plus de 180 000 morts à travers le monde. Mois après mois, on prenait davantage conscience de la nature singulière de cette épidémie. Tout le monde pensait que soit on devait tous être libres, soit tous confinés. Et aucune de ces deux solutions n'était la bonne. Si on avait su, on aurait pu sauver beaucoup plus de vies.
Au Royaume-Uni, les recherches progressent. L'université d'Oxford et AstraZeneca commencent la phase 1 de leur essai vaccinal. Ils utilisent un procédé appelé vecteur viral. Le vaccin à vecteur viral est composé d'un virus de rhume modifié pour être inoffensif, auquel on a injecté le matériel génétique de la protéine Spike du coronavirus. Une fois dans votre corps, le virus inactivé ordonne à vos cellules de produire la protéine Spike, un peu comme les vaccins à ARNM. Cela incite votre système immunitaire à produire des anticorps pour neutraliser la protéine. Ces virus se glissent dans vos cellules et votre système immunitaire apprend à les combattre. Tout comme les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, le vaccin d'AstraZeneca nécessite 2 doses. En revanche, il est facile à conserver puisqu'il requiert une réfrigération normale. Johnson & Johnson développe également un vaccin à vecteur viral, mais qui ne nécessite qu'une seule dose. Avec une seule dose, en un même laps de temps, vous pouvez vacciner beaucoup plus de gens. Vous avez également besoin d'une quantité de vaccin moins importante, car après une seule dose, c'est terminé. 15 mai 2020, les États-Unis font une annonce dramatique. It's called Operation Warp Speed. That means big and it means fast. L'objectif avec l'opération Warp Speed n'était pas qu'il y ait un seul gagnant, mais qu'on soit tous gagnants. Et je crois que les gens ont mal interprété ça en pensant qu'il y avait une course jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il y aurait un gagnant et que tous les autres seraient perdants. Non, on a besoin de tous les vaccins. L'opération Warp Speed annonce son objectif: développer, fabriquer et fournir 300 millions de doses à la population d'ici fin 2020. Pour y parvenir, l'opération Warp Speed soutient 2 entreprises pour chaque catégorie de vaccin. De cette façon, si l'une des entreprises échoue, chaque type de vaccin dispose d'une solution de secours. Il faut prévoir plusieurs alternatives. Et si tout fonctionne, tant mieux, on aura le choix du vaccin. Pfizer BioNTech développe également un vaccin génétique, mais refuse l'argent de l'opération Warp Speed. Quand on accepte de l'argent, on accepte aussi d'être contrôlé. C'est la nature du monde. Et on avait vraiment besoin de cette liberté de pouvoir faire ce qu'on sait faire. L'une des premières missions de l'opération Warp Speed est d'accélérer les essais vaccinaux qui prennent normalement 6 à 10 ans, sans sacrifier aucun des protocoles de sécurité de chaque phase. Le vaccin est d'abord testé sur les animaux, puis durant la première phase d'essai, il est testé sur une centaine de personnes. La phase 1 porte sur le dosage et permet aussi de vérifier la réaction immunitaire d'un petit groupe d'individus. Lors de la phase 2, le vaccin est testé sur plusieurs centaines d'adultes, dont certains reçoivent un placebo. Les scientifiques attendent ensuite de voir combien de personnes sont infectées. La phase 3 est identique, mais réalisée sur plusieurs milliers d'adultes. L'opération Warp Speed permet aux phases de se dérouler simultanément, réduisant ainsi la durée du processus, sans mettre la population en danger. On a accéléré le processus en supprimant les temps d'arrêt entre les étapes. Mais les étapes elles-mêmes ont été réalisées avec la même rigueur qu'avant. Avec un budget impressionnant de 18 milliards de dollars, l'opération Warp Speed commence à financer la recherche et le développement. L'objectif est de produire des centaines de millions de doses, avant même de savoir si les vaccins seront approuvés. On appelle cela la production à risque. Mais le risque ne concerne ni la sécurité ni le patient. Le risque concerne l'argent. Alors que les entreprises s'affairent à tester leurs vaccins, le nombre de décès continue d'augmenter. Au moment où le nord-est du pays commence à se rétablir, d'autres régions sont victimes d'une flambée de l'épidémie. Au 30 juin 2020, les chiffres sont stupéfiants. Plus d'un demi-million de personnes sont mortes dans le monde. Tous les efforts qu'on a déployés n'étaient pas suffisants pour sauver toutes les vies qu'on était sur le point de perdre. Donc oui, c'était extrêmement intense. Mais peu à peu, l'horizon s'éclaircit. 27 juillet 2020. Pfizer, BioNTech et Moderna passent à la 3e phase des essais. Novavax est en phase 2. Johnson & Johnson exécute les phases 1 et 2 simultanément. Oxford AstraZeneca termine ses phases 1 et 2.
Et Inovio obtient des résultats prometteurs suite à la première phase de ses essais. 28 juillet 2020. Les États-Unis comptent à présent 3 millions de cas de Covid. La recherche sur les vaccins progresse. Mais la troisième phase des essais de Moderna présente une faille majeure. Les NIH remarquent que certaines ethnies sont sous-représentées. Au bout de quelques semaines, il était assez évident que très peu d'Afro-Américains ou de Latinos s'étaient inscrits aux essais. J'ai donc organisé une série d'appels sur Zoom les samedis matins que je n'oublierai jamais. À la mi-août, on s'est rendu compte que les volontaires étaient en grande majorité d'origine ethnique blanche. Et en effet, les pourcentages montraient que les volontaires afro-américains et hispaniques étaient moitié moins nombreux que ce qu'on espérait. À quel point la représentation des Afro-Américains dans les essais cliniques est-elle importante? Elle est tout aussi importante que dans n'importe quel domaine où l'égalité compte. Je pense qu'en ce moment, c'est une communauté qui réclame d'être entendue. Les NIH posent un ultimatum à Moderna. Pour que son essai reflète la diversité de l'Amérique, Moderna doit recruter plus d'Afro-Américains, de Latinos et autres ethnies. Si elle ne le fait pas, son vaccin risque de ne pas être approuvé. Je pense que la réalité les a frappés de plein fouet. Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut un plan. En septembre, on a fait un choix difficile. On a décidé de ralentir le processus et de vraiment s'investir pour attirer les communautés hispaniques et afro-américaines. En quelques semaines, les efforts de Moderna attirent de nouveaux volontaires. Je fais un peu partie de l'histoire maintenant. J'inciterai peut-être d'autres personnes à faire bouger les choses dans d'autres domaines. Finalement, Moderna a réussi à obtenir un total de 37% de diversité. C'est au moins le double de ce qu'il aurait été autrement. Tous les développeurs de vaccins sont confrontés à un autre problème. Les sondages montrent déjà un manque de confiance de la part de la population. Un tiers des Américains ne veulent pas se faire vacciner. On a un réel problème avec la façon dont la population a perçu l'efficacité de ces vaccins. Et je peux le comprendre. Auparavant, on n'avait jamais mis au point des vaccins aussi rapidement. Mais bien que les vaccins aient été rapidement développés, les médecins affirment que la sécurité est leur principale priorité. Tout vaccin dont l'utilisation est approuvée doit être soumis à des tests approfondis pour prouver son innocuité et son efficacité. Les données sont très médiatisées. Elles sont décortiquées par des scientifiques durant des réunions publiques. Donc oui, on a développé ces vaccins plus vite que jamais, mais pas au détriment de la rigueur scientifique. Une petite partie de la population est totalement opposée au vaccin. Les anti-vax sont contre l'idée de recevoir n'importe quel type de vaccin. Ils n'ont pas confiance et ne croient pas en la science. Les immunologistes comprennent que les courants anti-vaccins peuvent avoir des conséquences désastreuses. Des statistiques prouvent que les gens qui diffusent et qui croient de fausses informations ont plus de chances de contracter la maladie et de mourir de la maladie. Les médecins tentent de convaincre la population que les vaccins sont à la pointe de la science. La plus grande tragédie qu'on puisse imaginer, c'est qu'on réussisse à créer des vaccins sûrs et efficaces, mais que les gens soient suffisamment sceptiques pour qu'une grande partie du pays n'en profite pas et que l'on perde des dizaines de milliers de vies supplémentaires au cours des années à venir, inutilement. 8 septembre 2020. Avec plus de 6 millions de cas de Covid-19 et près de 190 000 décès aux États-Unis, 9 entreprises pharmaceutiques publient un communiqué conjoint sans précédent sur la sécurité et l'intégrité. Je pense qu'il était opportun de mettre les choses au clair, de prouver notre engagement et d'affirmer notre position en disant que nous ne céderons pas sur ces valeurs. On sait ce qu'on doit faire et on sait comment arriver à nos fins. Donc il faut se concentrer là-dessus. Tout le reste, la folie, la désinformation, les théories du complot et même les menaces contre moi et ma famille et le harcèlement dont je suis victime parce que je dis la vérité sur la science,
ne doivent pas me distraire de l'objectif principal. Il faut garder son calme parce qu'on n'a pas le choix. À la fin du mois d'octobre, les essais vaccinaux commencent à générer des données, alimentées en grande partie par la hausse des taux d'infection. On est entré dans la période la plus froide de l'automne et les gens ont commencé à être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est là que l'on se retrouve dans une situation assez compliquée. Face au nombre croissant de décès, les entreprises pharmaceutiques font face à de plus en plus de pression pour fournir un vaccin efficace. Ça devait être terrifiant pour ces scientifiques de voir ce coronavirus balayer le monde. Mais ils ont réalisé que chaque jour passé en laboratoire était une chance d'aider la population à sortir de ce désastre. Depuis novembre, cela fait 4 mois que Pfizer-BioNTech et Moderna ont entamé les derniers essais à grande échelle, impliquant des dizaines de milliers de volontaires. Les scientifiques déterminent l'efficacité des vaccins d'après le nombre de volontaires qui développent les symptômes de la Covid-19. Sur plus de 43 000 volontaires ayant reçu un placebo ou un vaccin Pfizer, seuls 94 ont été infectés par la Covid-19. 9 novembre 2020, Pfizer-BioNTech communique les résultats de ses essais à la presse. Ma collègue, Katie Thomas, m'a dit « Quelqu'un chez Pfizer veut nous parler ce soir ». J'ai dit « C'est le grand soir ?» Et elle a répondu « Oui, c'est maintenant ». « 9 novembre 2020. Pfizer-BioNTech sont les premiers à communiquer les résultats de la 3e phase de leurs essais, impliquant plus de 43 000 volontaires. Sur les 94 personnes qui sont tombées malades, 90 font partie du groupe placebo et seulement 4 ont reçu le vrai vaccin. Cela représente un taux d'efficacité de 90%. Après avoir obtenu davantage de données, Pfizer annonce que ce taux atteint finalement 95%. Quand le taux a atteint 95%, j'étais abasourdi. Ce vaccin figure donc parmi les plus efficaces qui aient jamais été fabriqués. On aurait déjà été très heureux d'obtenir un taux d'efficacité de 70%. Et au final, on a un vaccin presque aussi efficace que celui contre la rougeole. Développé en 1963, le vaccin contre la rougeole est efficace à 98%. La FDA approuve un vaccin uniquement s'il atteint un taux d'efficacité minimum de 50%. Le vaccin annuel contre la grippe se situe dans cette fourchette d'efficacité. Mais le vaccin Pfizer-BioNTech fait exploser ce chiffre. De mémoire, aucun vaccin contre un virus respiratoire n'a été aussi efficace. C'est tout simplement fantastique. Une semaine plus tard, Moderna entre également dans l'histoire de la médecine, avec son propre vaccin à ARNM. Il est efficace à 94,5%, presque à égalité avec celui de Pfizer. On a su qu'on le tenait quand on a vu qu'on avait obtenu les mêmes résultats que Pfizer-BioNTech. Et la réplication scientifique est l'une des caractéristiques de la vérité scientifique. J'étais complètement abasourdi. On s'est dit, waouh, ça dépasse totalement ce qu'on était en droit d'attendre. Tony et moi, on s'était dit, peut-être qu'on arrivera à 70-75%. Ce serait génial, non? Et on atteint 95%. Incroyable. Ces résultats sont une belle preuve de l'innocuité et de l'efficacité de la technique de l'ARNM. Il s'agit d'une avancée révolutionnaire dans la science des vaccins. 2 vaccins à ARNM ont passé les tests haut la main. Je m'attends donc à ce que ce type de vaccin soit développé pour beaucoup d'autres maladies. Les scientifiques sont en train de développer des vaccins à ARNM pour lutter contre le virus Zika, le virus d'Epstein-Barr, la mononucléose et même certains cancers. Mais pour l'heure, les entreprises sont pleinement concentrées sur la lutte contre la Covid. 20 novembre 2020. Plus de 250 000 personnes sont décédées de la Covid-19 aux États-Unis. Et le nombre d'hospitalisations est en hausse. On est fatigué par la pandémie.
Mais le virus se moque que l'on soit fatigué. Le virus profite du fait qu'on ait baissé la garde et prend ses aises dans tout le pays, alors que nous souffrons. Fin novembre, l'un des principaux acteurs de la course au vaccin fait la une des journaux. Le vaccin Oxford AstraZeneca devrait être le prochain à être approuvé. C'est un vaccin à vecteur viral. Il contient un adénovirus qui provient du chimpanzé. Personne n'a d'anticorps contre cet adénovirus. Il doit donc pouvoir pénétrer très facilement dans les cellules. Le vaccin présente d'autres avantages clés. Il est beaucoup moins cher à produire et n'a pas besoin d'être congelé. Il peut être stocké dans un réfrigérateur. Ça va permettre une distribution beaucoup plus facile dans les régions du monde qui n'ont pas de congélateur à moins 60 degrés et qui n'ont pas beaucoup de courant. Mais la phase 3 des essais du vaccin Oxford AstraZeneca prend une tournure inattendue. Les volontaires, qui ont accidentellement reçu une plus petite dose du vaccin, ont obtenu de bien meilleurs résultats que les autres. Ils ont constaté qu'en injectant aux gens 2 doses complètes, l'efficacité était d'environ 62%, ce qui est pas mal. Mais bizarrement, les personnes ayant reçu une plus faible dose étaient beaucoup mieux protégées, à hauteur de 90%. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Les chercheurs ont peut-être découvert une manière plus efficace d'utiliser leur vaccin. Mais pour les organismes américains de réglementation, l'erreur d'Oxford AstraZeneca remet en question les résultats des essais. 11 jours après l'annonce des résultats de ces essais, Pfizer-BioNTech demande une EUA, autorisation d'utilisation d'urgence. C'est la première étape pour pouvoir rendre le vaccin accessible aux Américains et au reste du monde. Aujourd'hui, on est face à un record historique de cas et de décès. Et pourtant, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mais le tunnel est long. Les approvisionnements sont très limités et la distribution est difficile. Ces entreprises ne pouvaient pas fabriquer 6 milliards de vaccins d'un coup. Elles ne pouvaient distribuer que quelques millions de vaccins à la fois. Donc, il fallait fixer les priorités. En décembre, le CDC publie une série de recommandations nationales pour la distribution des vaccins. Mais chaque État les met en œuvre différemment. La phase 1A concerne environ 24 millions d'Américains, dont les personnels de santé et les personnes âgées prises en charge dans les établissements de soins. La phase 1B concerne les personnes de 75 ans et plus et les travailleurs essentiels de première ligne, comme la police, les pompiers et les enseignants. La phase 1C concerne les 65-74 ans, les personnes souffrant de maladies à haut risque et les travailleurs d'autres secteurs essentiels, tels que la restauration et les transports. La première phase couvre 202 millions d'Américains, soit environ 60% de la population totale. Les États ont maintenant la lourde responsabilité de trouver comment injecter ces centaines de millions de doses à des centaines de millions de personnes. Rien de tel n'a jamais été tenté ou accompli auparavant. Pour s'assurer que les vaccins sont aussi sûrs et efficaces que possible, les spécialistes continuent de recueillir des données à long terme. On est très satisfait que le vaccin soit sans danger et efficace. Mais combien de temps cette immunité durera-t-elle? On ne sait pas. Si elle diminue et se dissipe un peu, il est fort possible qu'après un certain temps, l'on doive redonner une dose aux gens. Une autre question essentielle se pose. Combien de personnes doivent être vaccinées pour stopper la propagation du virus? Une fois que 80% de la population est vaccinée, il est de plus en plus difficile pour le virus de se propager et les taux de transmission diminuent considérablement. D'ici août ou septembre, à l'automne, je pense qu'on peut réussir à obtenir ce voile de protection sur le pays que l'on appelle immunité collective et commencer à revenir à un certain degré de normalité. Pour atteindre l'immunité collective aux États-Unis, environ 250 millions de personnes doivent être vaccinées, sur un total de 330 millions de personnes. La confiance que la population accorde au vaccin et la logistique nécessaire à sa distribution n'ont jamais été aussi importantes.
Le vaccin est essentiel à votre santé, à celle de votre famille et à la sécurité de toute la société. Et c'est lui qui va déterminer la façon dont on va maîtriser cette pandémie. Je crois qu'on peut y arriver. Mais difficile de cerner l'ampleur de l'immunisation aux États-Unis et dans le reste du monde. La plupart des vaccins en cours de développement nécessitent 2 doses pour être pleinement efficaces. Cela signifie qu'il ne faudra pas moins de 12 à 15 milliards de doses pour pouvoir protéger toute la planète. Le virus se fiche de savoir si vous êtes riche ou pauvre. La planète ne sera pas protégée tant que tout le monde n'aura pas été vacciné. 2 décembre 2020. Moderna demande une autorisation d'utilisation d'urgence. Elle arrive juste derrière Pfizer-BioNTech. Oxford AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax sont tous en 3e phase des essais, tandis qu'Inovio a entamé la phase 2 2 semaines auparavant. Plus on a de vaccins qui fonctionnent, plus on a de chances de faire vacciner le monde entier. En attendant l'approbation de la FDA, Pfizer-BioNTech et Moderna se préparent à distribuer leurs vaccins dans tout le pays. Mais ils ont tous deux des difficultés à surmonter. Pour être viables, les vaccins doivent rester congelés. Le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite un transport et un stockage ultra froid. Une congélation à moins 70 degrés Celsius. Ces molécules sont délicates. Elles doivent être conservées à des températures très froides pour ne pas se détériorer. Pfizer emballe les flacons de vaccins dans des contenants surnommés boîtes à pizza. Chaque boîte contient 195 flacons. Pour garder les flacons au froid, jusqu'à 5 boîtes sont empilées dans un conteneur isolant, rempli de 23 kg de glace carbonique. Chaque conteneur est équipé d'un capteur GPS permettant de contrôler sa position et sa température. Les conteneurs sont stockés dans des fermes de congélation que Pfizer a installées à des points stratégiques avant de les expédier dans chaque État. Une fois décongelé, le vaccin peut être conservé à une température comprise entre 2 et 8 degrés pendant 5 jours, après quoi il deviendra inutilisable. Il est ramené à température ambiante avant l'injection. 11 décembre 2020. La FDA accorde à Pfizer-BioNTech une autorisation d'utilisation d'urgence, ou EUA. Cela signifie que le vaccin est jugé sûr et efficace et est prêt à être distribué dans tout le pays. Obtenir l'EUA et savoir que ces vaccins peuvent désormais être distribués aux personnes vulnérables a été l'un des moments les plus gratifiants de ma carrière. C'est extraordinaire. Il y a une dizaine d'années, ou même il y a tout juste 5 ans, on aurait mis plusieurs années à réaliser cet exploit. Et là, on y est parvenu en quelques mois. Dans les heures qui suivent l'EUA, le plan de distribution de l'opération Warp Speed est mis en œuvre. Ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais tenté auparavant. L'objectif est de faire vacciner la majorité du pays en moins d'1 an, en quelques mois si possible. Dans tout le pays, les foules se rassemblent pour applaudir l'arrivée du vaccin. J'étais très heureuse de voir mes collègues et mes amis qui étaient en première ligne se faire vacciner. Ce sont des gens qui ont vraiment joué un rôle essentiel dans cette lutte. Au centre médical de Boston, le personnel célèbre l'arrivée du vaccin par une danse endiablée, devenue virale. C'était le premier jour des vaccinations, donc on était très enthousiastes. J'ai dit, faisons quelque chose qui apporte de la joie aux gens. On avait une énergie incroyable. On voyait la lumière au bout du tunnel. Dans le Colorado, le gouverneur Jared Polis est venu en personne pour recevoir la première livraison de vaccins de l'État. Le premier carton est arrivé ici, dans notre laboratoire d'État. C'est moi qui ai signé le reçu de livraison. C'est le plus beau reçu que j'ai jamais signé de ma vie. On recevait enfin le vaccin tant attendu dans le Colorado. « 18 décembre 2020. La FDA approuve le vaccin de Moderna, ajoutant une seconde arme à l'arsenal mondial contre la Covid-19. C'était évident qu'il était temps de commencer à vacciner les États-Unis d'Amérique. Ces vaccins fonctionnent. À Seattle, premier foyer épidémique des États-Unis, le personnel du centre médical Arborview
commence à vacciner les premiers appelés et le personnel de santé. J'ai l'impression d'être le Père Noël. Je prends une photo pour pouvoir la montrer à mes amis et leur dire « Faites-vous vacciner, ça vaut le coup ». On attendait ça avec impatience. On attend tous ça depuis des mois. Et on a la sensation qu'on va enfin être à nouveau en sécurité. On veut vraiment que tout le monde sache que ce vaccin est sans danger. C'est pourquoi, en tant que professionnel de la santé, on va recevoir l'injection en premier. Votre carte de vaccination, conservez-la bien. Quand vous recevrez la deuxième dose, ils voudront savoir quel vaccin vous avez reçu. C'est un moment fort de ma carrière. Je ne sais pas si un jour je ferai quelque chose de plus important que d'essayer de mettre fin à une pandémie. Le CDC prévoit 20 millions de vaccinations d'ici fin 2020. Mais vacciner autant de personnes est un parcours du combattant. But as I long feared and warned, the effort to distribute and administer the vaccine is not progressing as it should. Dans certains États, les vaccins semblent être bloqués dans des entrepôts. There are millions of Pfizer vaccines that are waiting to be shipped. Where are our doses? Dans d'autres États, les vaccins ont été livrés, mais sont retenus par les départements de santé qui adhèrent aux directives du CDC. We are frustrated and we are determined to eliminate the bottlenecks that are slowing this down. 1er janvier 2021. Seulement 3 millions d'Américains ont été vaccinés depuis le 14 décembre 2020, soit un peu plus de 10% de l'objectif fédéral. On peut dire qu'on rencontre quelques obstacles, mais je n'ai jamais vu un programme de cette ampleur se dérouler sans heurts. Tous les yeux sont rivés sur les États, alors qu'ils tentent d'injecter plus de vaccins et de sauver plus de vies. Sommes-nous seuls dans l'univers? Comment détruire les virus? Qu'y a-t-il au fond de l'océan? Comment se forme un éclair? Pourquoi rêvons-nous? De quoi est fait l'univers? Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui nous rend humains? Comment sera l'avenir? Vous avez déjà vu un engin qui vole comme ça? Aux grandes questions. Si je me plante, on va tous exploser. Les grandes réponses. Est-ce que ça arrive souvent? Sérieusement? Pour la réponse, c'est par là. Trouvez les réponses aux plus grandes questions sur Discovery Science. Au début de la nouvelle année, les États-Unis ont pris du retard dans leur programme de vaccination. Dans le Colorado, la Garde nationale reçoit et distribue 70 000 doses par semaine. Notre grande préoccupation, c'était que le vaccin soit correctement stocké et manipulé. Ils sont livrés ici, puis envoyés aux établissements qui en ont besoin. Scott Sherman supervise la réception de cargaisons réfrigérées de vaccins Pfizer et Moderna, qui sont ensuite reconditionnés en plus petits lots, pour être envoyés dans d'autres parties de l'État le plus rapidement possible. On demande à chaque comté de ne pas attendre plus de 72 heures pour administrer les vaccins. Dans le cas contraire, on les garde au congélateur pour être sûr qu'ils ne soient pas gaspillés. Selon la réglementation Pfizer, le vaccin ne peut pas rester hors du congélateur plus de 3 minutes. Ça va faire 2 minutes. Une équipe du département de santé du Colorado travaille avec la Garde nationale pour placer les centaines de flacons de vaccins dans un super congélateur aussi vite que possible. On essaie de ranger les vaccins aussi vite qu'on peut. 1 minute. S'il reste hors du congélateur plus de 3 minutes, le vaccin se dégrade. La tâche est prise très au sérieux. Terminé. Aucune dose n'a été perdue. Enlevons les glacières. Les flacons qui ont passé la nuit dans le congélateur sont placés dans des glacières avec contrôle de température. Elles sont ensuite envoyées dans différents centres de distribution. En tant que gouverneur, je n'aurais jamais pensé devoir m'occuper de la distribution des vaccins. Mais c'est un défi, et un défi qui sauve des vies. Ce lancement mouvementé provoque l'agitation dans tout le pays. En Floride, les personnes âgées font la queue toute la nuit pour se faire vacciner, avant d'être refusées au matin. Et alors que les services de santé fédéraux tentent d'accélérer les vaccinations, une autre menace apparaît. Le virus est en train de muter. De nouvelles souches
environ 70% plus contagieuses que la première, sont apparues au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Le virus mute et on doit comprendre la signification de ces mutations. S'agit-il de mutations importantes? Ont-elles un effet sur la réponse immunitaire générée par le vaccin? Les scientifiques commencent à étudier l'efficacité des vaccins contre les nouvelles souches. On va peut-être devoir changer de vaccin à un moment donné. Rien n'est sûr, mais on doit se tenir prêt à le faire. Fin janvier, Moderna et Pfizer annoncent que leurs vaccins fonctionnent contre les nouveaux variants du virus, mais qu'ils pourraient être moins efficaces. Les entreprises commencent à développer des rappels pour améliorer la réponse immunitaire. Malgré les difficultés rencontrées, d'autres vaccins progressent. Oxford AstraZeneca est approuvé au Royaume-Uni. Novavax annonce que son essai de phase 3 est efficace à 90%. Et le vaccin unidose de Johnson & Johnson est efficace à 85%. La société demande une autorisation d'utilisation d'urgence à la FDA. Je suis convaincu que même si d'autres variants apparaissent, on a le savoir-faire nécessaire pour adapter nos vaccins rapidement. Tous les vaccins ont été testés sur des personnes âgées de plus de 18 ans. Quand on a commencé à développer des vaccins, la priorité était de vacciner les adultes et en particulier les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Puis on va commencer à vacciner des patients de plus en plus jeunes. Et si cela fonctionne sur les adolescents, alors on pourra passer à des enfants plus jeunes. Les spécialistes continuent d'étudier d'autres questions, comme la durée de vie des vaccins et leur capacité à prévenir la transmission et l'infection. On encourage toujours les gens à porter des masques lorsqu'ils sont à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on parvienne à contrôler davantage la propagation du virus. Alors que la recherche se poursuit, les plus grandes villes du monde et les villages les plus reculés ont encore désespérément besoin de vaccins. Personne n'est hors de danger tant qu'on ne l'est pas tous. On doit donc agir dans les endroits reculés de la même façon que l'on agit dans notre pays. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ou UNICEF, fournit des vaccins à près de la moitié des enfants du monde, sauvant ainsi chaque année 2 à 3 millions d'enfants de maladies mortelles. L'UNICEF est chargé d'assurer la livraison de 2 milliards de vaccins et de vacciner des adultes dans plus de 180 pays, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. L'UNICEF commencera à vacciner les enfants lorsqu'elle le jugera sûr. Rien n'est comparable à cette situation d'urgence mondiale. Elle touche toutes les régions du monde, tous les groupes d'âge. On doit absolument vaincre ce virus. Afin de faciliter la livraison dans les endroits les plus reculés, l'UNICEF forme des personnes à recevoir, stocker et distribuer en toute sécurité les vaccins Covid-19. Les efforts de l'UNICEF sont déterminants dans la lutte contre l'épidémie. On a beau avoir un vaccin très efficace, si on ne peut pas le faire parvenir aux gens, il est inutile. Donc l'efficacité réelle d'un programme de vaccination réside aussi dans notre capacité à distribuer le vaccin aux gens. On a l'histoire, l'infrastructure et l'expertise nécessaires pour distribuer des vaccins partout dans le monde et pour les acheminer jusqu'aux personnes qui en ont le plus besoin. Cette pandémie nous a fait prendre conscience que l'on vit dans une société mondiale et qu'un événement qui se produit dans une partie du monde peut tous nous affecter. On doit donc vraiment considérer la sécurité sanitaire mondiale comme l'une de nos principales priorités. L'Argentine, la Bolivie et le Venezuela ont reçu des doses du vaccin russe à vecteur viral Sputnik V et les vaccinations ont commencé. Le Brésil a démarré les essais du vaccin Coronavac de la société chinoise de biotechnologie Sinovac. Ce vaccin injecte un virus